Bonjour, bonjour. Mais alors là, c'est extraordinaire, c'est trop bien, mais c'est trop bien de vous rencontrer, je suis trop contente. On est tous là, en plus on est tous vêtus de couleurs différentes, c'est hyper coloré, donc déjà merci parce que waouh, j'ai comme une sorte de torrent de beauté devant moi et donc ça me donne vraiment la pêche pour y aller. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans cette merveilleuse maison de la magie. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes en forme ? Et je vais même aller un peu plus loin. Est-ce que vous êtes chaud bouillant, chaud patate ? Impeccable, parce que je vous préviens, une fantastique aventure nous attend. Un grand voyage à travers l'histoire et le temps. Alors oui, on va en voir du pays, on va en croiser des fabuleux personnages. 4 odyssées dans cette fabuleuse épopée. Nous allons commencer par un fabuleux tour du monde qui va nous conduire du Brésil à Tahiti en passant par le dangereux. Si je vous dis dangereux, vous pensez à quoi ? Un détroit. Mais oui, on va passer par le détroit de Magellan. Ensuite, on va creuser sous terre jusqu'à découvrir une merveille archéologique, la grotte de Lascaux. Exactement. On va le voir, ça va arriver sous nos yeux. Comme vous le savez, l'histoire de France est pleine de secrets. Le mystère de l'homme au masque de fer sera notre 3e aventure. Enfin, il va y avoir des flammes, des tempêtes et de la fougue à gogo. Nous allons chevaucher de la France jusqu'à l'Angleterre en compagnie de la grande, l'inégalable Aliénor d'Aquitaine. On l'adore celle-là, une reine fabuleuse. Alors commençons-le ce voyage. Notre premier personnage, c'est l'étonnante Jeanne Barré. Est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose, peut-être ? Jeanne Barré. Donc, pour ceux qui la connaissent, Jeanne Barré, donc, elle est botaniste. Son métier, c'est une scientifique et spécialisée dans l'étude des plantes, mais surtout, c'est la première femme qui a fait le tour du monde. Alors, il y a une question, évidemment, qui me brûle les lèvres, mais bon sang de bonsoir, comment elle a réussi ce prodige alors que, au XVIIIe siècle, les femmes étaient interdites à bord des navires ? Pour le savoir, ma foi, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une en vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut plonger dans l'aventure. On y va. Le 1er février 1767, il y a foule sur le port de Rochefort. Des matelots battent le pavé, ils bousculent des officiers, des cuisiniers. Tous sont venus pour embarquer sur une flûte. Mais attention, une flûte au XVIIIe siècle, c'est un modèle de bateau, immense, avec 3 voiles. Tout le monde sur le pont, pareil à naviguer. Oula! Le capitaine s'excite. Quelques minutes plus tard, le bateau quitte le port, direction l'Amérique du Sud. Cette flûte, poussée par le vent, s'appelle l'Étoile. C'est l'un des 2 bateaux de l'incroyable expédition Bougainville. Pour la première fois de son histoire, la France envoie une flotte faire le tour du monde. Qu'y a-t-il là-bas, de l'autre côté de l'océan ? Ma foi, pour le savoir, il faut aller voir, observer, tout noter. Bref, il faut explorer. Le voyage est prévu pour durer 2 ans, alors on a rempli les cales à ras-bord. Il y a des patates, des moutons, des bœufs, des poules à gogo. Ma parole, c'est un véritable garde-manger. Faut dire qu'à bord, il y a du monde. Des officiers et des matelots, bien sûr, mais aussi quelques scientifiques de renom, parmi lesquels un botaniste, Philibert Commerson. Il est accompagné de son valet, un petit gars avec un bonnet rouge, qu'on appelle Jean Barré. Lors de chaque escale, les 2 hommes cueilleront et étudieront chaque nouveau brin d'herbe qu'ils découvriront. Mais oui, c'est comme ça qu'on fait progresser la science. D'ailleurs... mais où est-ce qu'ils sont passés, nos 2 gaillards ? Ils sont dans leur cabine. Philibert est en train de piquer un petit roupillon, quant à Jean... il se change. Il enlève ses chaussettes, son pantalon, sa chemise. Mamma mia, c'est une femme! Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de notre Jeanne. Mais oui, Jeanne Barré, déguisée en homme, vous l'aurez compris. Jeanne et Philibert sont amoureux. Ils partagent la même passion pour les plantes. Lorsque Philibert a été choisi pour rejoindre l'expédition, Jeanne n'a pas résisté à l'appel de l'aventure. Mais il y a un problème. À l'époque, les femmes sont interdites à bord des navires. Qu'importe. Jeanne coupe ses cheveux, elle se bande la poitrine, elle enfile un pantalon. Et voilà, elle devient Jean Barré. Une affaire qui roule ?
Pas vraiment. Le risque est immense. Si son secret est découvert, Jeanne risque la prison. Prudente, elle prend 1001 précautions. Insuffisantes, visiblement. Malgré son travestissement, notre jeune aventurière sent de drôles de regards. Et puis, des rumeurs commencent à circuler. Le soir, entre 2 bouteilles de rhum, les marins s'en donnent à cœur joie. Eh les gars, il paraît qu'il y a une fille déguisée en homme sur le bateau. Je parie que c'est le valet du botaniste. Il est pas bien grand et puis il a pas de poil au menton. L'heure est grave. Jeanne ne s'en sortira pas, à moins de passer totalement inaperçue. Une seule solution, se comporter comme un vieux loupard des mers. Oh pétard, la transformation est radicale. D'abord, elle se met à parler avec une voix un peu cassée, façon fond de tonneau. Alors les gars, on se la boit cette petite bouteille de rhum? Ensuite, elle sort ses plus belles insultes. Hé, toi, la vieille Hélène de morue, tu m'écoutes? Enfin, elle raconte ses meilleures blagues. Les marins mordent à l'hameçon. Jeanne fait désormais partie de la bande. Enfin, pour le moment. Le 1er mai 1767, l'équipage accoste dans le port de Montevideo, capitale de l'actuel Uruguay. Jeanne et Philibert frissonnent de joie. Ils vont enfin pouvoir se jeter à corps perdu dans la nature. Des heures durant, Jeanne farfouille dans les herbes de ces grandes plaines qu'on appelle ici la Pampa. Là est le vrai bonheur. Dans chaque fleur, chaque plante qui surgit du sol. Grands roseaux plumés, petites corolles blanches, tiges duveteuses qui se balancent dans le vent comme des cheveux d'ange. Il y a tant de nouvelles espèces qu'il faudrait des années pour les étudier toutes. Les couleurs sont vives, les odeurs enivrantes. Jeanne a les yeux qui piquent. Toute cette beauté, c'est presque trop. Elle a l'impression de perdre un peu la raison. Un matin, très tôt, les 2 botanistes découvrent une plante particulièrement intrigante. C'est un arbrisseau qui grimpe et se déploie partout en un millier de petites fleurs violettes. Chacune de ces branches bouillonne, on dirait la joie, la vie à l'état pur. Ils baptisent cette plante Bougainvilliers. Et oui, en l'honneur de l'homme qui dirige leur expédition, Louis-Antoine de Bougainville. Depuis quelques semaines, ce dernier entend de drôles de choses, mais oui, les rumeurs sont de retour. Certains matelots auraient vu le secret de Jeanne. Qu'ont-ils vu ces gaillards? Ah ben ça on ne sait pas. Heureusement, le commandant, pour l'instant, semble fermer les yeux. Le 15 novembre 1767, l'Étoile reprend la mer. Sur le navire, les marins commencent à prier. Une redoutable épreuve attend l'équipage. Le détroit de Magellan. Situé à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, il permet de passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. C'est un couloir d'eau étroit, glacé, qui serpente entre les montagnes. Très vite, l'Étoile est prise dans une terrible tempête. La mer monte et descend. Dans les cales, les bêtes hurlent. La plupart, hélas, ne survivront pas. Pour les marins, c'est la catastrophe. Comment vont-ils se nourrir désormais? Tantôt, ils croisent des baleines. Tantôt, de gros blocs de glace. Ils avancent, lentement, en faisant des escales. Dès qu'elle le peut, Jeanne, qui est toujours officiellement un garçon, débarque du bateau pour récolter de nouvelles espèces. Elle parcourt des kilomètres, le dos chargé comme une bourrique. Son courage impressionne tout le monde, même le commandant Bougainville. Il est vaillant, ce Jean Barret, un type épatant, on dirait bien. Ouf, le secret de Jeanne semble bien gardé. Les navires franchissent le détroit de Magellan en 52 jours. Enfin, ils arrivent dans l'océan Pacifique. Les matelots ont les crocs. Certains commencent à cuisiner des rats. Un matin, enfin, ils aperçoivent une montagne verdoyante flotter au-dessus d'une eau bleu turquoise. Oh, c'est l'île de Tahiti. Les navires s'approchent. Aussitôt, la mer se remplit de pirogues. Des Tahitiens viennent à leur rencontre. Certains montent à bord. Parmi eux, un jeune homme, il s'appelle Aoturu, observe attentivement chacun des matelots. Tout à coup,
Son regard croise celui de Jeanne qui se pétrifie. Il a compris. Et en effet, le jeune Tahitien pointe son doigt dans sa direction en prononçant ce mot fatidique « Vainé ». Vainé, en tahitien, cela veut dire femme ou épouse. Jeanne tremble de peur. A-t-elle été démasquée? Quelqu'un va-t-il cafeter l'affaire à Bougainville? La jeune femme passe les jours suivants la boule au ventre. Une semaine plus tard, Bougainville décide de reprendre la mer. Jeanne croit être tirée d'affaire. « Hello, Emmanuel !» Hélas, il n'en est rien. Le jeune Tahitien a décidé d'embarquer avec eux, c'est la catastrophe. Aoutourou apprend le français à la vitesse grand V. Qui sait ce qu'il compte raconter à l'équipage? Qui sait ce qu'il a déjà raconté? Un matin, Bougainville convoque Jeanne dans sa cabine. Étrangement, elle n'a plus peur. Déterminée, elle toque à la porte. La tête haute, le regard droit, elle entre. Monsieur de Bougainville, je sais pourquoi vous avez demandé à me voir. Tout ce que vous avez entendu est vrai. Je ne m'appelle pas Jean, mais Jeanne. Je suis une femme. Oui, j'ai bravé la loi. Oui, je me suis déguisée en homme. Oui, j'ai embarqué sur votre bateau alors que j'en avais pas le droit. Que pouvais-je faire d'autre? Je rêvais de partir à l'aventure. J'accepterai ma punition sans sourciller. Mais sachez-le, je ne regrette rien. Oh la vache, Jeanne n'a pas froid aux yeux. Elle joue franc jeu. Mais vous savez quoi? Je crois qu'elle a raison. Car voici ce que Bougainville lui répond. Madame, j'admire votre courage. Vous êtes en train d'accomplir un exploit et je crois que l'histoire se souviendra de vous. N'ayez crainte, je protégerai votre secret. Hélas, les marins ne tardent pas à découvrir le poteau rose. Comment? Eh bien là encore, je suis désolée, mais c'est un peu flou. Quelqu'un l'aurait-il vu faire pipi lors d'une escale? Mystère et boule de poulpe des îles. Maintenant que la vérité a éclaté au grand jour, que va-t-il arriver à Jeanne? Eh bien, au miracle! Figurez-vous que les marins s'en fichent. Faut dire aussi qu'ils ont d'autres chats à fouetter. L'Étoile navigue désormais dans l'océan Indien. Après Java, ils accostent à l'île de France, plus connue aujourd'hui sous le nom d'île Maurice. C'est la dernière étape du voyage. Jeanne et Philibert décident de rester sur place. Primo, les plantes et les fleurs de l'île sont absolument époustouflantes. Et puis Deuxio, ma foi, qu'est-ce qui va leur arriver en France? C'est vrai, Bougainville et les marins ont plutôt bien réagi. Mais le roi, qu'est-ce qu'il dira lorsqu'il apprendra que l'un de ses sujets a bravé sa loi? Le temps passe. 8 années exactement. Après bien des aventures, Jeanne rentre finalement dans son pays. Et une excellente surprise l'attend. Le roi Louis XVI, en personne, oui, lui, pour récompenser son courage, lui décerne le titre de femme extraordinaire. Et pardi, mais c'est amplement mérité. En faisant le tour du monde, Jeanne a prouvé qu'une femme pouvait naviguer aussi bien qu'un homme. Moussaillonne, souviens-toi. Est-ce qu'il y a des moussaillonnes dans la salle? Levez la main. Ouais, oui, les moussaillonnes et les moussaillons, évidemment aussi. Mais n'oubliez pas, moussaillonne, moussaillon, souvenez-vous, la mer est l'affaire de tous. Qui que vous soyez, soyez-en certains, soyez-en certaines, l'aventure n'attend que vous. Alors, on vient de le voir, bien sûr, les aventures peuvent se dérouler sur les mers, à travers tous les océans du monde, comme l'incroyable et la courageuse Jeanne Barret, mais elles peuvent aussi se dérouler sur Terre, et je dirais même sous Terre. La grotte de Lascaux, ça vous dit quelque chose? Nous sommes dans la vallée de la Vézère, au sud-ouest de la France, le 12 septembre 1940. Marcel Ravida a 17 ans et il est très préoccupé. Il y a 4 jours, il a fait une étrange découverte. Alors qu'il se promenait avec une bande de copains tout en haut de la colline de Lascaux, son chien robot a disparu pendant plusieurs minutes.
Intrigué, Marcel est allé voir. Mais qu'est-ce que ce chien a encore trouvé? Réponse: un trou. Un simple trou? Non, non, pas si vite. Un trou bizarre, assez étroit et à vue de nez, anormalement profond. Pour mesurer sa taille, Marcel a fait tomber un caillou à l'intérieur. Un long et lointain écho s'est fait entendre. Ça alors, comme s'il n'y avait pas de fond. Tiens donc, jusqu'où peut-il aller ce trou? Jusqu'aux entrailles de la terre? Les garçons se sont regardés d'un air malicieux. Et si c'était l'entrée du souterrain du château de Lascaux? D'après la légende, il conduirait tout droit au trésor du comte du Périgord. Marcel et ses amis se sont mis à creuser. Mais à main nue, sans outils, bonjour la galère. Cet après-midi-là, la bande de copains s'est séparée en se promettant de garder le silence. Trésor, pas trésor, depuis ce jour-là, Marcel n'arrête pas d'y penser. Il faut absolument y retourner. C'est ce qu'il compte faire cet après-midi. En chemin, il passe prendre sa bande de copains. Oh la guigne! Ils sont tous occupés. Fort heureusement, pile poil à ce moment-là, passe une autre bande. Georges, Simon et Jacques ont entre 13 et 16 ans et ils adorent les aventures. Un petit tour pour déterrer le trésor de Lascaux? Ma foi, mais un peu qu'ils sont partants. Leur plan est très simple. Élargir le trou, puis suivre le souterrain jusqu'au trésor. Ils creusent durant une bonne heure. Ils retirent des branches, des cailloux et même les os d'un âne mort. Enfin, le trou est assez grand. Marcel s'y faufile en premier. Il est suivi de près par ses 3 camarades. Ils avancent, lentement, comme une bande de vers de terre. Où vont-ils exactement? Difficile à dire. Ils sentent seulement qu'ils sont en train, petit à petit, de s'enfoncer sous la terre. Oh là! Voilà qu'ils sont tombés dans un deuxième trou. Rien de cassé, les gars! Non, non, tout va bien! Où sont-ils arrivés? Marcel allume sa lampe. Le petit groupe poursuit son exploration. Soudain, Jacques, l'index en l'air, dressé dans les airs, laisse échapper un cri. Oh, les copains, regardez! Georges, Marcel et Simon relèvent la tête. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Le plafond est rempli de peintures rouges, jaunes et noires. On dirait des animaux. Mais de quelle espèce exactement? Les garçons plissent les yeux. Oh, des taureaux! Ce sont des taureaux! Ils pointent leurs lampes en direction des murs. Sous le faisceau lumineux apparaît un magnifique bestiaire. Il y a une vache rouge à la tête noire, un cheval couché sur le dos, des cerfs, des rennes, des bouquetins, des bisons et même une licorne. Les garçons sont comme des fous. Plus ils avancent, plus les peintures sont nombreuses. Émerveillés, ils ont l'impression de tourner les pages d'un livre gigantesque et extrêmement précieux, un grand livre sur une mythologie encore inconnue. Cela fait une bonne heure qu'ils sont sous terre lorsque... Oh, zut! La lampe s'éteint. Il faut remonter à la surface. Les voilà repartis pour une sacrée expédition. Parvenus enfin à l'extérieur, aucun n'ose prononcer un seul mot. Ils se regardent dans le silence. Tous savent qu'ils viennent de faire une incroyable découverte. Les jours suivants, ils retournent explorer le reste de la grotte. Elle est très grande. C'est une véritable galerie souterraine avec de longs couloirs, en puits et plusieurs salles. Marcel, Jacques, Georges et Simon repèrent d'autres animaux tout aussi beaux, étranges, majestueux et poétiques. Ils sont dessinés de façon très réaliste, on les reconnaît très bien, et en même temps, certains traits sont exagérés. Les chevaux, par exemple, ont des ventres anormalement gros. Quant au bois des cerfs, ils sont particulièrement développés. Grand Dieu, mais qui a pu peindre ces magnifiques créatures? Jacques a alors une très bonne idée. Il toque à la porte de son ancien instituteur, Léon Laval. C'est d'accord. Celui-ci viendra jeter un œil. Le 18 septembre 1940, 6 jours après la découverte, l'instituteur se faufile à l'intérieur du fameux trou où tout a commencé. À peine a-t-il posé son regard sur le plafond et sur les murs
qu'il pousse des cris de joie et d'admiration. En un quart de seconde, il identifie l'auteur de ces magnifiques dessins d'animaux. L'homme préhistorique. Jacques, Georges, Marcel et Simon ont découvert une grotte préhistorique. C'est absolument époustouflant. Mais les garçons ont encore beaucoup de questions. L'instituteur contacte alors un grand savant, l'abbé Breuil. À l'époque, on l'appelle le pape de la préhistoire. Sans faire de chichi, il accepte de se déplacer. Après une longue visite de la grotte, il se met à raconter l'homme de Lascaux. L'homme de Lascaux vivait il y a environ 21 000 ans. Le monde à son époque est évidemment très différent du nôtre. D'abord, il fait beaucoup plus froid, c'est la dernière période glaciaire. Ensuite, le niveau de l'océan est très bas par rapport à aujourd'hui. La Manche et la mer du Nord, par exemple, n'existent pas. Et l'Angleterre est rattachée au continent européen. Alors oui, ça en fait de sacrées différences. L'homme, en revanche, nous ressemble. Physiquement, nous sommes exactement identiques. C'est un Homo sapiens, exactement comme nous. Il est nomade, il vit de la chasse et de la cueillette. Et il peint, bon sang, c'est un artiste. Il est d'ailleurs extrêmement doué. Il maîtrise parfaitement son coup de pinceau. Comment on le sait? Eh bien, parce qu'il n'y a aucune rature, ni pâté, ni tache, ni coulure sur les murs. Pendant des millénaires, Lascaux a gardé ses secrets. Elle a été découverte par hasard, grâce au courage de 4 garçons intrépides. Est-ce que vous imaginez? Peut-être que vous aussi, ici dans la salle, peut-être que tous les jours, vous marchez à côté de trésors de l'histoire. Alors, évidemment, je vous conseille pas de faire des trous partout, ni de tomber dans des trous comme Robot, le chien fou de Marcel, mais ouvrez l'œil parce que si vous trouvez une fente bizarre dans le sol, n'hésitez pas à creuser un peu, même avec une petite cuillère. On ne sait jamais ce que vous pourriez découvrir. Découvrir. Eh ben oui, c'est ça qui fait battre le cœur de l'humanité. Au centre des découvertes, il y a parfois de très grands mystères. Le 19 novembre 1703, à Paris, on enterre un prisonnier dans le plus grand secret. Personne ne sait qui il est, car il porte un épais masque de fer. Étrange. Qui est cet homme et pourquoi cacher ainsi son visage? Avait-on peur qu'il ne révèle de dangereux secrets? Autant de questions qu'il faut nous poser sans plus attendre. Dans le sud de la France, au large de la ville de Cannes, au milieu de la douce et scintillante mer Méditerranée, se trouve l'île Sainte-Marguerite. Aujourd'hui, on peut la visiter, d'ailleurs, c'est très très joli, mais à l'époque, c'était une forteresse qui servait de prison, et pas n'importe laquelle. La prison la mieux gardée d'Europe. Le 30 avril 1687, arrive un nouveau directeur. Son nom est Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, mais tout le monde l'appelle Monsieur de Saint-Mars parce que, bon, soyons honnêtes, ça va un peu plus vite. Ancien mousquetaire du roi, il a travaillé avec D'Artagnan. Il est aujourd'hui au service de Louis XIV et de son ministre de la guerre, Louvois. Monsieur de Saint-Mars n'est pas un homme, comment on peut dire, commode. Il dit tout le temps des gros mots et il s'énerve pour un rien. Monsieur de Saint-Mars est ravi d'arriver sur l'île Sainte-Marguerite. Cette prison est un joujou de rêve pour un geôlier tel que lui. On y trouve 6 chambres extrêmement sombres et humides, des murs très hauts de 2 mètres d'épaisseur, 3 grilles infranchissables et 2 immenses portes couvertes de clous. Monsieur de Saint-Mars n'arrive pas seul sur cette île. Il est accompagné par un prisonnier. Qui est-il à votre avis? L'homme au masque de fer, exactement. À ce moment-là, on ne sait pas exactement son âge. Peut-être 30 ans, peut-être 40. En tout cas, il est très grand et il a les cheveux blancs. 40 mousquetaires payés par le roi le surveillent nuit et jour. Sur ordre express de Louvois, le ministre de la guerre, personne ne doit entrer en contact avec lui sous aucun prétexte. À la fenêtre de son cachot, 3 grosses grilles de fer ont été installées. C'est ce qu'on appelle un isolement total. Beaucoup à sa place seraient devenus fous, mais pas lui. Il ne se plaint jamais et reste calme. Parfois, il joue un peu de guitare.
Ouais, il est pas très doué, mais bon, passons. Un jour, alors qu'il est confortablement installé dans sa barque, à quelques mètres de la prison, un pêcheur voit tomber un objet sur les rochers. 3 coups de rame plus tard, il le ramasse. C'est une assiette d'argent sur laquelle est gravé un message. Immédiatement, le pêcheur la rapporte à Monsieur de Saint-Mars. Le gouverneur lui demande alors « Avez-vous lu le message sur l'assiette ?»« Mais, Monsieur de Saint-Mars, je ne sais pas lire. » Tant mieux. Tant mieux, car vous l'avez échappé belle. Sinon, c'était « quick, quick ». Quick, quick, ça veut dire la mort. L'assiette, évidemment, appartient à l'homme au masque de fer. Le message, c'est lui qui l'a écrit. Que contenait-il? Personne ne le sait, mais visiblement quelque chose de très dangereux. Qui est-il, ce bougre? Et d'où vient-il? Examinons maintenant quelques hypothèses. Avant la forteresse Sainte-Marguerite, l'homme au masque de fer est emprisonné dans les Alpes, au donjon de Pignerol, dont Monsieur de Saint-Mars est également le directeur. Plusieurs personnes sont enfermées à la prison de Pignerol. Alors, lequel est-ce? Selon certains enquêteurs, l'homme au masque de fer pourrait être un certain Eustache d'Angers, un valet arrêté dans la ville de Calais. Louvois, le fameux ministre de la guerre, donne des ordres très précis à son sujet. Voici une lettre qu'il a envoyée à Monsieur de Saint-Mars. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le roi m'a demandé de vous faire conduire un nouveau prisonnier. Son nom est Eustache d'Angers, enfermez-le à triple tour. Et si par malheur, il se met à vous raconter son histoire, n'hésitez pas, menacez-le de votre épée. Et puis sinon, gros bisous. Dites-moi, rien ne vous étonne? Je veux dire, oui, à part le gros bisou. Pourquoi tant de précautions pour un simple valet, à moins qu'il ne connaisse un terrible secret? Il a peut-être assisté au meurtre d'un homme important, ou bien possède-t-il une information sur une personne très connue comme, je ne sais pas moi, le roi d'Angleterre? N'oublions pas, s'il s'agit bien d'Eustache d'Angers, qu'il a été arrêté dans la ville de Calais, et Calais, bingo! C'est juste en face de l'Angleterre. Selon d'autres sources, l'homme au masque de fer pourrait faire partie de la famille de Louis XIV, s'il était par exemple son frère jumeau. Voilà qui justifierait le masque et son si long emprisonnement, car en effet, pourquoi masquer son visage, sinon pour cacher une ressemblance très embarrassante? Pour vous dire la vérité, aucune de ces pistes ne peut être retenue avec certitude. On ne sait toujours pas, encore aujourd'hui, qui était l'homme au masque de fer. Voyons maintenant comment se termine cette sombre histoire. Après la forteresse de l'île Sainte-Marguerite, Monsieur de Saint-Mars devient gouverneur de la prison de la Bastille, à Paris. Lorsqu'il quitte les lieux, il emmène avec lui, toujours dans le plus grand secret, son fameux prisonnier. Et c'est ainsi qu'en septembre 1698, notre homme au masque de fer, comme un étrange fantôme, entre dans sa nouvelle forteresse. Aujourd'hui, la prison de la Bastille a disparu. Elle a été réduite en cendres pendant la Révolution. Mais à ce moment-là, c'est un lieu sombre et effrayant. L'homme au masque de fer y passe 5 ans. Des années durant lesquelles il ne met jamais le nez hors de sa cellule, sauf le dimanche, paraît-il, pour aller à la messe. Le 19 novembre 1703, en sortant de l'église, il se sent un peu mal. Sur le coup, il se dit, bon ben, c'est peut-être les chipolatas d'hier soir. Notre homme aurait dû s'inquiéter, car il meurt le jour même, quelques heures plus tard. Si d'aventure vous vous promenez dans le quartier de la Bastille à Paris, souvenez-vous qu'en ces lieux, c'est écrit le dernier chapitre d'un secret de l'histoire de France. Ouvrez grand vos poumons et humez l'air. Qui sait, il flottera peut-être dans l'atmosphère comme un petit parfum de mystère. Pas mal comme parfum. Ah. Alors, voyons. On a rencontré Jeanne Barret. Ensuite, on a rencontré Marcel
Marcel, vous vous souvenez, Marcel Ravida, avec son chien fou robot, et tous leurs amis, évidemment. On a aussi rencontré l'homme au masque de fer. Maintenant, tremblez, tremblez, car voici l'incroyable destin d'Aliénor d'Aquitaine. Oyez, oyez! En l'an de grâce 1137, au palais de l'Ombrière dans la ville de Bordeaux, c'est la panique à bord. L'honorable duc d'Aquitaine vient de mourir sur le chemin de Compostelle. C'était un très grand duc, le plus puissant du royaume de France, plus puissant que le roi Louis VI le Gros en personne. Il commandait un immense territoire, allant des Pyrénées jusqu'au centre de la France, en passant par Poitiers, Clermont, Angoulême et Limoges. Oh, mais à qui vont revenir toutes ces terres? Qui va hériter de son si puissant duché? Eh bien, ma foi, mais elle, sa fille aînée, Aliénor d'Aquitaine. C'est un crépuscule de printemps, encore froid, rose et orangé. Aliénor s'arrête devant la cheminée. Aliénor honorera l'héritage de son père et bien plus. Ce qu'elle veut, conquérir le monde. Ce qu'elle sera, une grande, une immense reine. Ce sera difficile, elle le sait. Mais elle a les épaules. Et surtout, un très fort caractère. Aliénor déteste qu'on lui marche sur les pieds. D'abord, ça fait mal. Ensuite, c'est un signe de faiblesse. Et s'il y a bien une chose qu'elle n'est pas, c'est faible. Il y a plusieurs façons de devenir reine. On peut, entre autres choses, se marier avec un roi ou une reine. Ou un prince, ou aussi une reine, mais bon, à l'époque, non. Le 25 juillet 1137, Aliénor épouse l'héritier de la couronne de France. Elle a 15 ans, il en a 16 et s'appelle Louis comme son père, alors on le surnomme Louis le Jeune, histoire de ne pas les confondre, dans le noir en cas de panne de bougie. Une semaine après le mariage, son beau-père, le roi Louis VI le Gros, meurt. Aliénor devient reine. Ça, par exemple, elle ne pensait pas que ça arriverait si tôt. Aliénor et Louis, alors ça, c'est tout un poème. Disons qu'il n'y a pas plus éloigné que ces deux tourtereaux. Le roi aime le silence, Dieu, la prière. La reine ne vit que pour l'art, la joie, la musique. À Paris, dans le palais de la Cité, où ils habitent désormais, l'ambiance est quelque peu morose. Les murs sont gris, froids, humides. On dirait qu'il pleure. Alors, pour réchauffer un peu l'atmosphère, Aliénor organise de grandes fêtes. Louis n'est pas tout à fait ravi, mais qui oserait s'opposer à la reine? Elle est la fougue, l'énergie, la tempête, le feu. À cette époque, les rois de France ont une drôle d'habitude. Ils partent en croisade. Ce sont de longs voyages qui les conduisent aux portes du Moyen-Orient, vers ces pays sublimes qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, l'Irak, la Turquie. Le but de ces opérations? Faire la guerre pour reprendre le contrôle de villes musulmanes comme Jérusalem, Alep ou Damas, car c'est dans cette région qu'a vécu, paraît-il, le Christ. Toutes ces bondieuseries, ça n'intéresse pas trop Aliénor. En revanche, le voyage, alors ça, oui, ça lui met des papillons dans le ventre. Elle décide de partir avec Louis. En juin 1147, une armée de 100 000 hommes quitte Paris. Ils traversent l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie. Enfin, 9 mois plus tard, ils arrivent aux portes d'Antioche, au sud de la Turquie. Aliénor est ravie. La ville est gouvernée par Raymond, sans blague, c'est son oncle préféré. Frais comme un coquelicot au milieu des champs, il accueille les voyageurs à bras ouverts. Cependant, l'heure est grave. Raymond a besoin de l'aide de Louis. Il y a quelque temps, les Turcs se sont emparés d'Édesse, une ville voisine. Il faut les attaquer pour empêcher leur progression. Prendre une décision, ça terrorise toujours un peu Louis. Il s'enferme donc aux toilettes pour réfléchir. 10 minutes plus tard, il sort. Du bout des lèvres, il présente sa réponse. C'est non. Aliénor regarde son époux comme un dragon furieux. Pourquoi diable son mari est-il venu jusqu'ici si ce n'est pas pour défendre les chrétiens? Entre le roi et la reine, rien ne va plus. Il rentre en France sur 2 bateaux séparés. Aliénor rumine, la barbe se marie. Un jour, bientôt, il faudra s'en débarrasser. Dans le palais de la Cité, la vie reprend son cours. Nous sommes en 1151, la reine a 29 ans et elle s'ennuie.
Elle ne sait pas que sa vie va bientôt basculer. Henri Plantagenet, le vigoureux et jeune comte d'Anjou et duc de Normandie, est de passage à Paris. Énergique, beau, charismatique, il est, heureusement pour lui, tout le contraire de Louis. En plus, dans quelques années, il pourrait devenir le roi d'Angleterre. Tiens, ouais, c'est pas mal ça l'Angleterre. Aliénor est prête à écrire le nouveau chapitre de sa vie. Ce sera lui, Henri Plantagenet. Mais avant, il faut se débarrasser de Louis. Il se trouve que le roi et la reine sont un peu cousins sur les bords. Bingo, pense Aliénor, la voilà à la porte de sortie. Grâce à cet argument de choc, elle réussit à faire annuler son mariage. Elle peut maintenant épouser Henri. Il a 11 ans de moins que lui, qu'elle, et bien sûr, il en est complètement barge. Et ce n'est pas fini. Le roi d'Angleterre meurt plus tôt que prévu. Le jeune Plantagenet est choisi pour monter sur le trône. En 1154, Aliénor et lui sont couronnés dans l'immense abbaye de Westminster. Lorsque Henri pose la couronne sur le front de son épouse adorée, les yeux de la jeune femme disent en silence « Je vous épouse, mais je reste maîtresse de mon destin. Gare à vous si vous contrariez mes plans. » Après avoir été reine de France, la voici reine d'Angleterre et elle adore. Elle trouve ça beaucoup mieux qu'être reine de France. D'abord, il y a une bien meilleure ambiance à la cour et puis, elle règne aux côtés du jeune roi. Elle préside des tribunaux, elle participe à l'élaboration des lois. Bref, une partie du pouvoir est entre ses mains. Aliénor et Henri sont heureux. Ils ont 8 enfants. Les années filent comme des étoiles. Elles passent aussi merveilleusement que dans un rêve. Jusqu'au jour où un grain de sable vient enrayer la machine. Ce grain de sable est en fait une femme. Elle s'appelle Rosemonde Clifford. On dit qu'elle est la plus belle femme d'Angleterre. Henri en tombe fou amoureux. Comment? Enrage Aliénor. Henri avec Rosemonde? Rosemonde, mes fesses! Parle plutôt d'une rose immonde. Henri l'a trahie. Elle a l'impression qu'un coup d'épée s'enfonce violemment dans son cœur. Pourtant, elle ne verse pas une seule larme. Elle sait ce qu'il lui reste à faire. Aliénor va se venger, tout simplement. Oui, elle va renverser le roi et s'emparer du pouvoir. Elle va faire un coup d'État. Son arme secrète? Henri, Richard et Geoffroy, ses fils aînés, tous les 3 en âge de régner. Soutenus par leur mère, les princes complotent et se soulèvent contre leur père. Une guerre sanglante éclate. 1 an plus tard, le roi a maté les rebelles. Furieux, il fait enfermer Aliénor dans un château froid et isolé, loin de tous, à Salisbury. Aliénor y reste 15 ans, jusqu'à la mort de son époux. Ce jour-là, son fils Richard monte sur le trône. Il prend le nom de Richard Ier. Immédiatement, il fait libérer sa mère. Aliénor a 67 ans. Elle est toujours aussi énergique, vive et habile. Elle utilise désormais toute sa force et son intelligence pour aider son fils à garder sa couronne sur la tête. Ce n'est pas facile. Il faut sans cesse ruser et rendre coup sur coup. Mais c'est son fils adoré. Il est vaillant, il a un cœur de lion. Son nom, l'histoire le retiendra aussi. Rien d'étonnant à cela. Ma foi, il a de qui tenir. Alors, évidemment, comme vous l'avez remarqué, moi, mon petit problème, quand j'écris, c'est que il y a mon éditrice qui est ici, Victoria, elle pourra vous le confirmer. Quand j'écris, je rate toujours mes fins. Et là, évidemment, j'ai pas vraiment le chute. Mais ce que je vous propose, par contre, c'est qu'on échange ensemble et qu'on se parle. N'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, c'était trop cool d'avoir participé à ce voyage avec vous aujourd'hui, à travers l'espace et le temps. On a rencontré tous ces personnages un peu différents, à des époques différentes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces personnages? Grande question. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Est-ce que tu as un personnage que tu as préféré ou... Oui.
C'était lequel? Ah ouais, les maîtres du mystère, mais ça c'est le podcast qu'on a sorti cet été. Mais c'est trop bien. T'as lesquels de maîtres du mystère? Parce qu'il y avait Arsène Lupin, Sherlock Holmes. Le dernier. Ah, Rouletabille. Ah oui, Rouletabille, j'aime bien moi aussi. Il est super fin. Et tu sais que... Est-ce que tu lis Tintin? Non. Tu vois, mais tu vois le personnage Tintin. Oui. Tu sais, avec une petite houppette comme ça. Oui. Eh ben, il paraît, non, c'est vrai, que le dessinateur de Tintin, l'auteur, il s'est inspiré de Rouletabille. Donc il y a un peu... Rouletabille, c'est un peu Tintin, en fait. Ok. Voilà. Exactement, c'est Hergé qui a inventé Tintin et il s'est inspiré de Rouletabille. Comment? Le tout premier Odyssée, c'était la découverte du tombeau de Toutankhamon. C'est le premier. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah ouais, on va sous terre et tout, avec Howard Barker, ouais. Ouf. Ben en fait, effectivement, c'est une époque, tu sais, où en fait maintenant être archéologue et tout ça, il y a l'université et tout ça. Et à cette époque, en fait, il y avait plein de gens qui étaient passionnés et en fait qui allaient sur le terrain et qui fouillaient. C'était un petit peu, voilà, ils inventaient leurs propres règles. Enfin, tu vois, c'était tout le début. Donc effectivement, oui, il n'avait pas fait d'études. Il était juste, enfin, il n'a pas été à l'université, mais par contre, il était passionné. Alors, il a lu plein de livres et il a fait plein de. Enfin, il a appris sur le terrain, quoi. Oui. Ouais. L'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer, bah oui, j'avoue que moi aussi j'aime bien parce que le côté un peu mystère, c'est assez. Qu'est-ce que t'as bien aimé toi dans l'homme au masque de fer? Bah, moi j'ai bien aimé, en fait, tout ce mystère que de jamais savoir qui c'est. Ouais, C'est fou, je trouve. c'est vrai. Mais peut-être qu'un jour, on sait pas, peut-être qu'un jour on va découvrir qui il est, tu vois, parce que ce qui est génial avec l'histoire, c'est qu'il y a des gens un peu fous qui s'appellent des historiens et qui passent leur vie à chercher. D'ailleurs, il y en a plein ici à Blois au festival. Et donc peut-être qu'un jour, quelqu'un va nous dire ah bah si, on sait qui c'est. Et après 50 ans plus tard, quelqu'un dira bah non, c'était pas lui, on s'est trompé. C'est toujours comme ça. Oui. Oui. Moi, celui que je préférais, c'était plutôt le dernier, Aliénor d'Aquitaine. Ah bah oui, Aliénor d'Aquitaine, c'est quand même une reine exceptionnelle. C'est une femme dingue à une époque quand même où les femmes n'avaient pas vraiment le pouvoir. Et elle s'est débrouillée pour être 2 fois reine. Donc reine de France et après reine d'Angleterre. Fallait y aller, ouais. Et qu'est-ce que t'aimes bien chez Aliénor d'Aquitaine? Je sais pas, C'est son caractère? Oui, Le fait qu'elle renonce jamais à rien, peut-être ou... oui aussi. Moi, souvent, je sais pas trop décrire. Bah, parfois, on sait pas trop décrire, mais ce qui compte, c'est d'aimer. T'as raison. C'était Aliénor d'Aquitaine? Bah oui. Bah oui. En plus, je sais pas, je vois qu'il y a plein de femmes et de filles dans la salle. Ça fait du bien aussi de s'identifier à des personnages féminins qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire. Enfin, moi, chaque fois, ça me fait du bien, quoi. Tout simplement. Oui. Est-ce que vous allez faire les frissons pour les vacances? Ouais, bah oui, il y a des frissons qui sortent là pour Halloween. Il y a un épisode sur la bête du Gévaudan. Un épisode sur un phare maudit breton qui s'appelle le phare de Thévenec. Et enfin, maudit, il paraît. Et il y a un épisode sur une affaire hyper étonnante qui s'est passée dans la Nièvre, dans une ville qui s'appelle La Machine. On l'appelle La Machine parce que c'est une ville minière depuis Louis XIV. Et donc, en fait, il y a un énorme manège à chevaux, enfin à l'époque à chevaux, qui faisait descendre les mineurs dans la mine. Et donc, ça s'appelle La Machine. Et dans cette ville, il y a un enfant qui rentre en communication avec un esprit dans un mur. Voilà. Oui. Bah oui. Mais qu'est-ce que t'as trouvé triste dans cette histoire? Je sais pas quand tu dis que le vieux monsieur 80. Bah oui, c'est vrai, à la fin de sa vie, il dit enfin... Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai que... Bon. Mais bon, la chose positive, c'est que pour nous, après, ça fait des bonnes histoires.
Mais ouais. Ah, il y a plein de questions là-bas. Bah, attendez, je vais venir vous voir. On sera plus proche comme ça. Oui, qui a le micro? Moi. Oui. C'était parce que dans L'homme au masque de fer, je pense que si un jour on retrouvait l'assiette Ouais. gravée, je pense que ça pourrait vraiment nous indiquer quelque chose. Absolument. Et c'est vrai que ça vaudrait le coup et je comprends pas. Peut-être que si vous croisez des historiens d'ici ce soir, dites-leur. Il serait quand même le temps qu'ils se remuent les fesses et qu'ils la trouvent cette assiette, quoi. Très bonne remarque. Oui. Mais comment on peut savoir que c'est soit le frère de Louis XIV ou un valet? Comment on peut le savoir? Bah parce que du coup ils ont cherché, c'est des hypothèses qu'on n'est pas vraiment sûr, mais c'est des indices parce que on va dire plein d'indices qui concordent. Après bon, par rapport à cette histoire de l'âme au masque de fer, comme c'est un grand mystère, il y a plein de gens qui ont un peu exagéré aussi. Parce que bon, bah, ça nous fait rêver. On se dit ah tiens, et si Louis XIV avait eu un frère jumeau, s'il avait été écarté du pouvoir. Donc du coup, il y a à la fois des indices et à la fois nos propres désirs de ce qu'on a envie d'entendre, tu vois. C'est un peu des deux dans des histoires comme ça. Comment vous avez eu l'idée de créer des Odyssées? Et ben les Odyssées, si tu veux, c'est un peu comme dans la vie. Parfois, on sait pourquoi on a des idées et parfois on sait pas trop. Et en fait, moi, je sais que j'aimais bien l'histoire quand j'étais petite. Et donc, c'est un truc de l'enfance qui m'est resté. Et puis, je travaillais à la radio, à France Inter, et je proposais des émissions. Et chaque fois, la direction me disait bah non, ça, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Genre, quand même, ils finissent par être un peu relous. Mais, tu vois, je me suis quand même accrochée et tout. Et je me suis dit, mais bon sang, bonsoir. J'ai commencé à écrire, et en fait, c'est venu comme ça, tu vois, comme un truc un peu naturel. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que j'aimais, moi, qu'est-ce que j'aimais de raconter. Et puis surtout, en plus, l'histoire, moi, je trouve que c'est un formidable terrain pour raconter des histoires parce que tout y est. Tu vois, il y a des gros enjeux de vie, de mort. Il y a des gens il y a du désir, il y a des combats, il y a des merveilles, il y a de l'espoir, il y a il y a tout en fait. Donc pour écrire, je trouve que c'est hyper appétissant comme matière. C'est qu'en fait, moi, je suis déjà allée dans la prison du masque de fer, mais dedans, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trouvé. Mais oui. Mais attends, mais raconte-nous à quoi elle ressemblait cette prison, parce que elle ressemblait à quoi? C'était où? Je sais plus trop où c'était, mais par contre, il y avait des toilettes, il y avait des fenêtres. Ah, il y avait tout le confort quand même. Oui, sinon, elle était vide par contre. Ah oui, elle était vide. Il s'était fait la malle. Moi, j'ai écouté l'Odyssée sur l'homme au masque de fer et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il y a le truc où Louis XIV, il a dit « Faites enfermer mon frère qui porte toujours un épais masque de fer ». Ça, j'ai adoré parce que ça donne vraiment le côté mystère. Bah oui, ça c'est tout le côté légende et mystère. Et on se dit « Mon Dieu, mais et si c'était vrai ?» Et ça, du coup, ça nous fait rêver. Ça fait palpiter nos cœurs. Comment tu t'appelles? Lily. Salut Nelly. Moi, j'ai beaucoup aimé Jeanne Barré parce que elle est indépendante, elle s'en fiche de ce qu'on pense qu'elle soit une femme et qu'elle n'ait pas le droit d'aller sur un bateau. Elle s'en fiche et elle continue, elle s'arrête pas. Bah oui, t'as raison. Enfin, moi, c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup et que j'avais trop envie de raconter son histoire parce que, au final, tu vois, elle a défié les lois, elle s'est débrouillée, enfin, elle a suivi son désir, et elle a fait faire un grand bond à l'humanité puisque, voilà, c'est la première qui a accompli ce. Puis on s'est rendu compte que, oui, avoir une femme sur un bateau, c'est pas la mer à boire. Moi, j'ai aussi adoré Simone Veil parce que je trouve que c'est pareil et. C'est vrai. Et qu'elle a été très courageuse. C'est vrai que ça, c'est quelque chose. C'est toujours. Moi, quand j'écris les Odyssées, à chaque fois, je suis toujours épatée par les personnages parce que ça fait toujours chaud au cœur de voir ces personnes qui ont eu tellement de courage. Et ce qui est génial, c'est de se dire qu'en fait, ces gens, ce qui est fou, c'est que. On ne sait pas si c'était courageux ou pas avant. En fait, on devient courageux face aux événements. Et je veux dire, vous et moi, peut-être qu'un jour, on va
faire preuve de courage, on sait pas, mais ça peut nous arriver, quoi, je veux dire. Moi, c'est pas tellement du truc, c'est pas tellement des Odyssées, mais c'est pas le phare, c'est pas l'enfer des enfers. C'est-à-dire, dis-moi, l'enfer des enfers. L'histoire que vous allez raconter dans les vacances, le phare. Oui, Tevnek. L'enfer des enfers. Bah apparemment, il a beaucoup de tempêtes. Il passe dans beaucoup de tempêtes. Ah ben c'est effectivement c'est un phare. En fait c'est sûr. Bon, je vais pas tout vous raconter parce que ça sort bientôt. Donc mais c'est sûr effectivement c'est sur un petit îlot et en fait c'est tout petit, c'est éloigné de la côte et puis paf, tempête, vent à gogo. Enfin bon oui c'est tornade. Enfin bon courage. Combien il y a de personnes qui travaillent pour faire les Odyssées? Ah bah ça c'est une trop bonne question. On est assez nombreux je vais te dire. Parce que la radio ou comme le théâtre et tout, c'est à chaque fois des arts collectifs. Et du coup, ben, moi j'ai la chance de travailler avec une super équipe. Alors il y a 2 personnes qui m'aident à faire toute la documentation. Parce que avant de commencer une Odyssée, moi souvent je connais rien du sujet. Donc il faut d'abord que j'apprenne, que je lise et tout ça. Et du coup, il y a ces 2 personnes qui font des documentations, qui m'aident aussi à trouver les sujets. Et puis après, on parle. Je leur demande, attendez, mais si j'écrivais ça comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Après, il y a 2 réalisatrices. C'est elles qui mettent tous les bruitages, toutes les musiques, toutes les ambiances. C'est elles qui créent un petit peu ce dessin animé sonore qui fait que chaque fois qu'il se passe un truc, il y a un bruitage, il y a un son. Donc ça, c'est les réalisatrices. Après, il y a aussi des mixeurs. Il se trouve que là, c'est des garçons, sinon je travaille qu'avec des femmes. Et les mixeurs, c'est quand l'épisode est terminé. Pour faire un épisode, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a la documentation. Après, moi, j'écris. Après, on passe en studio pour enregistrer. Après, il y a la réalisation. Et une fois que la réalisation est terminée, ça passe au mixage. Parce qu'il y a tellement de bruitage, tellement de musique, tellement tout ça, que si on mixait pas, mixer, ça veut dire égaliser les sons. Et c'est par exemple se dire qu'à un moment donné, oh là là, on veut faire peur, donc on va tabasser sur un coup d'éclair. Et après, on va mettre une musique un peu plus basse pour qu'on entende bien la voix, etc. Donc, ils égalisent les sons et ils mettent aussi des effets. Et donc, au final, il y a 6 personnes qui travaillent sur les Odyssées. 6. J'ai bien aimé la grotte d'Esco. Ah ouais, la grotte de Lascaux, bah oui. Et bah oui, cette découverte folle. Préhistorique, elle est assez merveilleuse. Il y a une autre grotte, tu sais, qui a été découverte après, près de Marseille, la grotte Cosquer. Ça, c'est une grotte sous-marine. C'est un plongeur avec ses palmes et ses bouteilles qui s'est enfoncé comme ça dans une caverne sous-marine. Par hasard. À chaque fois, c'est par hasard. Donc, quand on se promène, faut pas hésiter à regarder. Ben, en fait, moi j'aimais bien les Odyssées et en fait j'aimais bien un peu le style, les personnages, que ça soit un peu une histoire d'aventure et tout et tout. Ah, bah trop cool. Parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Ah bah ouais, bah l'aventure quoi. Combien de temps il faut pour créer un podcast? Eh ben, alors pour les Odyssées, ça dépend, tu vois, des formats, mais pour les Odyssées, ça prend un peu de temps, tu vois, parce que la documentation, par exemple, ça prend 5 jours. Ça, c'est à la louche, hein. Parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins. 5 jours. Après, moi, pour écrire, je mets entre 5 et 6, 7 jours. Moi, j'essaie de pas aller au-delà. Après, il y a 6 jours de réalisation et il y a 1 jour et demi de mixage. Donc, on a compté que pour faire un épisode de 15 minutes, en fait, bout à bout, il y a 3 semaines de travail. À peu près. Bah oui, parce qu'on veut que ce soit le mieux possible. Alors on s'applique. Ah, oui. Est-ce que tu vas faire d'autres Odyssées? Ah bah oui. Ah bah oui, on va en faire d'autres. Et là, je suis en train de les écrire pour Noël. Alors c'est le 3 décembre. Bon, un peu avant Noël, mais bon. Le 3 décembre. Et on a 4 Odyssées qui vont sortir. Une Odyssée sur Rosa Bouglione.
cette grande femme de cirque. Donc là, on va partir en roulotte et puis après à travers l'Europe dans un cirque. Il y a une odyssée sur Éric le Rouge, qui est un viking. Donc c'est Saga Viking. Une odyssée sur Gustave Eiffel et la Tour Eiffel. Et l'autre odyssée, elle est consacrée à Eugénie Brasier, qui est ce qu'on appelle une mère lyonnaise. C'est des femmes à Lyon au début du siècle qui faisaient la cuisine, et c'est la première femme qui a eu 3 étoiles au Michelin. Donc on va dans des casseroles, et c'était une femme assez épatante. Il paraît que quand elle mettait de la ficelle autour des volailles qu'elle allait cuire, elle le faisait comme ça, comme une danseuse, et c'était comme si elle longeait un enfant. Donc ça va être... j'ai hâte de m'y mettre. Moi, j'ai beaucoup aimé tous les Oui. tous les podcasts que vous avez faits et j'ai envie que ça continue et que vous en fassiez de plus en plus. J'adore vos podcasts, j'écoute depuis toute petite. Ah bah merci, bah ouais, on va continuer, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une question. Comment vous choisissez les personnages? Parce qu'il commence à y en avoir beaucoup. Et je me demandais aussi si à un moment c'était pas possible d'organiser une forme de, pas de sondage, mais faire voter. Mais oui, mais alors ça, les enfants. Bah oui, carrément, par manque de temps, en fait, j'ai pas encore tout fait, mais ça arrive. Alors, ça arrive plein de fois que des enfants que je rencontre, même des parents aussi, lors d'événements comme ça, ou quand on joue le spectacle et tout ça, après, me donnent des idées ou m'écrivent. Et c'est arrivé plein de fois, par exemple, je sais pas si vous avez écouté l'Odyssée sur l'évasion de la prison d'Alcatraz. Et ben, ça, c'est des enfants qui m'ont suggéré l'idée. Je disais, mais bon sang de bonsoir, mais évidemment, c'est une trop bonne idée. Et du coup, je l'ai fait. Et donc, franchement, n'hésitez pas, quand on se croise, à faire des suggestions et tout. Mais effectivement, il faudrait qu'on le fasse de manière un peu plus formelle, sur notamment les réseaux sociaux et tout, avec les parents, parce que les enfants n'ont pas de téléphone. Et donc voilà, mais sinon les Odyssées, les sujets, on les choisit. Bah, y en a, enfin, le monde foisonne de personnages, donc en fait c'est comme, enfin, le fil est infini en fait. Et dès qu'on creuse un sujet, il y a 5-6 personnages qui arrivent. Et le principe, c'est que chaque fois qu'on sort une salve d'épisodes, on en sort par 4, et ben il y ait une diversité de sujets, autant de femmes que d'hommes. Et voilà, et après, moi, je suis un peu aussi mes instincts et mes envies d'écriture. Je me dis genre, j'ai jamais fait... là, récemment, avec l'équipe, on s'est dit, tiens, on n'a jamais fait un sujet dans une mine, par exemple. Donc, on se dit, on va écrire ça. Enfin, je vais écrire ça. Enfin, voilà. Oui. Qui a le micro? Ah oui, mademoiselle. Est-ce que tu vas vraiment chez Happy Nouille? Ça, je ne peux pas répondre parce que, comme tu sais, chez Happy Nouille, il y a un indique mystère. Donc ça c'est une partie un peu secrète des Odyssées. Je suis désolée. Je peux pas révéler. J'ai beaucoup aimé Jeanne Barré parce que je trouve qu'elle est très courageuse et de se déguiser en homme. Et après qu'ils l'ont découvert qu'ils l'ont pas puni par la loi. Oui. Parce que finalement, parfois, il y a des choses comme ça, il y a des règles absurdes comme celle-là. Et donc, elle a bien fait quoi de surmonter cette règle absurde. Et puis, au final, tout le monde s'en est remis, franchement. Ils avaient d'autres chats à fouetter, comme on dit. Mais t'as raison, elle est très impressionnante pour ça. J'ai beaucoup aimé le podcast sur Arsène Lupin. Mais est-ce qu'on sait où est-ce qu'il habitait ou pas? Arsène Lupin? Alors, je crois pas, tu sais. Je crois qu'on sait pas vraiment où il habitait. Par contre, on peut visiter à Étretat, Arsène Lupin. C'est un personnage qui a été créé par un homme qui s'appelle Maurice Leblanc. Et sa maison, on peut la visiter. Elle est à côté de... Ça te dit quelque chose, les falaises d'Étretat en Normandie? Ah bah voilà. Et bah quand tu vas à Étretat, si jamais tu y retournes, en fait tu peux visiter sa maison parce qu'il habitait là. C'est juste à côté. Et moi j'ai été la voir et c'est assez, c'est assez émouvant parce que tu vois son bureau, tu vois, et puis tu vois plein de choses qui rappellent Arsène Lupin. Donc en fait quelque part, oui, on peut dire qu'il habitait là-bas, Arsène Lupin, si jamais. Oui. Juste la question, c'est quoi ton podcast préféré que tu as créé? Ah bah alors ça c'est dur hein. Parce que vraiment à chaque fois je me dis ça c'est génial et après ça c'est génial, mais après il y en a un particulier que j'aime vraiment bien, qui est un épisode je sais pas si tu l'as écouté, avec un monsieur qui s'appelle Simon Gronowski.
Oui, donc oui, tu l'as écouté. Et du coup, ça, c'était un vieux monsieur de 80... Il a 95 ans maintenant, Simon. Et en fait, il racontait son histoire, donc on racontait l'Odyssée à deux. Et ça, c'était super aussi d'avoir un vrai témoin de l'histoire, de ce qu'il a vécu, qui puisse transmettre son histoire. C'était vraiment super. J'ai visité la grotte de Lascaux. C'est pas vrai. Oh, alors, c'est comment? Génial. Comment vous faites pour faire les voix de garçons dans les Odyssées? C'est des IA ou c'est des vraies Ah personnes qui parlent? Non, c'est non, c'est pas les IA. C'est soit des comédiens, soit parfois c'est des journalistes qui travaillent à France Inter. Et parfois on est là, on se dit oh là là, il nous faut une voix. On sort dans le couloir, on dit qui est dispo? Et voilà. Ça se fait comme ça aussi. Parce que Il reste 2 questions, apparemment. Oui, on fait ça après, je crois. C'est juste que les orphelins du Titanic, ça fait beaucoup pleurer. Ah ouais, ça c'est vrai que ça c'était vraiment, pour le coup je m'étais dit tiens, j'ai envie d'écrire un truc bien chargé. Et c'est vrai que c'est hyper émouvant quoi. Mais en même temps c'est beau parce qu'il les sauve quoi. Mais oui c'est vrai que c'est très oui ça, je te comprends, moi aussi en l'écrivant j'étais genre oui. Je crois qu'on a une dernière question. Une avant-dernière ou une dernière? Une avant-dernière. Moi, il y avait le frère de ma grand-mère Oui. Qui était au scout et qui, dans l'Aveyron, a découvert une grotte. Ah oui, ça m'intéresse. Mm. Une grotte préhistorique aussi? Oui, la grotte de Foissac. D'accord, mais oui. D'accord, génial. Il a pu te raconter un peu comment ils avaient fait et tout ça? Non, mais c'est ma mère qui m'a raconté. D'accord. Oh, trop bien. Trop bien. Moi, c'est plutôt parce que comme il y a des odyssées avec des suites, Oui. comme par exemple celle de Nelson Mandela, Oui. je trouve qu'on pourrait aussi faire avec pas un thème, mais des personnes qui se ressemblent. Par exemple, comme avec Rosa Parks. Oui, c'est vrai. Tu veux dire des séries en fait? Oui, un peu. Ouais, c'est une très bonne idée. Et dès lundi, je serai dans le bureau de la direction. Et comment tu t'appelles? Léonard. Je dirais Léonard a une idée pour vous. On va faire des séries. Et si jamais ça arrive, tu pourras dire que voilà, t'étais à l'origine. Donc merci Léonard. Merci. Et je crois que c'était la dernière question. Et du coup, merci beaucoup d'être venu. C'était trop bien de se voir. Et surtout, oui, dis-nous. Ah, alors c'est un vaste processus, mais on écrit, après on va en studio, après on enregistre, et après il y a tout ce montage de bruitage et tout, et après ça part au mix. C'est tout un processus. Mais surtout, moi, ce que je voulais vous dire avant de partir, parce que quand même, voilà, on adore, nous, que nos cœurs bondissent et tout, et n'oubliez pas, dans la vie, quoi qu'il arrive, le plus important, c'est que vive les grandes aventures, et merci beaucoup, et passez une bonne après-midi. Allez.